Bienvenue dans Le Culturiste en parle. Dans cet épisode, je suis accompagné d'Adnen, que je coach depuis 2023. Ensemble, nous allons nous présenter et discuter du surplus dans la pratique du bodybuilding. Par après, nous allons parler de l'expérimentation et de pourquoi savoir expérimenter soi-même est une des variables les plus importantes. Pour terminer, nous allons parler du stress, nous allons présenter des cas pratiques. Nous espérons que vous allez pouvoir en retirer quelque chose de ce podcast. Bon visionnage et à bientôt. Et avant de débuter effectivement le premier sujet, on va d'abord se présenter. Et je propose peut-être d'abord à Adnen de se présenter. Yes, écoute, Adnen, 36 ans, fier habitant du Sud. Ça fait depuis quoi quand je m'entraîne? Je t'avoue que je crois que j'ai mis les pieds dans une salle de musculation quand j'ai eu 16 ans. Pour la première fois avec des potes à moi, potes que j'avais connus au collège et première année de lycée, 16 ans, t'as le droit d'aller à la salle et on s'est dit boum, on va s'inscrire à une salle, on va être stock. Je Gigantesque. connais aussi. Voilà. Donc du coup, on s'est entraîné quelque temps. Mon meilleur pote, lui, il a continué. Il s'est jamais arrêté. Moi, j'ai eu des phases où voilà, je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais. J'ai bien testé d'autres sports aussi. Et je crois que le moment où je me suis vraiment remis à la muscu assez sérieusement et où je suis vraiment un peu tombé amoureux du bodybuilding, c'est un petit peu avant le premier confinement. Donc pendant un temps, j'ai fait du rugby où là, ça m'avait remis au sport un petit peu de façon assez intense, avec des objectifs, avec beaucoup d'envie. Euh, Malheureusement, je pense que tous les rugbymen ont connu des gars comme ça. Écoute, grosse blessure, les ischios. Hmm. Du coup, opération des ischios, pardon, ce que je raconte. Les croisés, je me suis fait les croisés et avec une déchirure des ischios en même temps, c'est pour ça que j'ai ça en tête. On pensait au début d'ailleurs que c'était que les ischios et plus tard, on a découvert que c'était les croisés qui étaient partis. Du coup, je me suis dû me faire opérer et je suis passé par un long processus de remise en forme. Il a fallu que je remuscle Mhm. tout ce qui est autour des genoux, ischio, quadri, fessiers et tout. Et donc, en fait, je me suis remis à la muscu un peu comme ça. Depuis, j'ai pas arrêté. En fait, au début, euh, je voulais juste me remuscler pour revenir encore plus puissant sur le terrain de rugby. Et au bout d'un moment, les progrès en musculation sont arrivés. Le fait de voir que dans les entraînements de mon ancienne équipe en hiver, ils sont 6 ou 7 à se peler les fesses à moins 3 degrés. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre finalement, alors que je pourrais être au chaud, avoir tous mes lifts augmentés, prendre du muscle, prendre de la masse et tout. Et petit à petit, voilà, j'ai découvert la scène naturelle, l'art du posing, tu vois, un peu le côté artistique du truc. Et au final, Mhm. c'est quelque chose qui, en fait, finalement, me fait continuer, me donne envie voilà, de continuer jusqu'au bout du bout, voir jusqu'où Euh, ça peut me mener. Écoute, merci pour ta présentation. Moi, la première chose, avant de me présenter, parce que je pense que pas mal de personnes me connaissent déjà, c'est au niveau de la pratique, de partir d'une pratique collective et d'aller vers une pratique individuelle. J'ai exactement le même parcours que toi, sauf que je ne faisais pas de rugby, je faisais du foot. Et Personne n'est parfait. exactement, personne n'est parfait, Adnan. Et donc, c'est frappant de voir les différences en fait entre une pratique collective et une pratique personnelle. Et celle qui m'a le plus plu dans la musculation, en fait, c'est le contrôle. Parce qu'en fait, dans un sport collectif, on est juste responsable peut-être de son positionnement sur le terrain, de la communication avec ses équipiers, mais il y a quelque chose de plus systémique en fait qui entre en jeu, dont le coach fait partie aussi. Et alors qu'en musculation, on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Alors, on pourra en discuter plus tard dans le podcast parce qu'on y reviendra effectivement sur les facteurs qui influencent la progression, mais on est a priori voilà responsable de ce qui nous arrive d'une certaine façon.
En tout cas, beaucoup plus que dans un sport collectif. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est de redevenir maître de ma pratique, de fixer les entraînements où j'ai envie, c'est-à-dire bah, peut-être ne pas m'entraîner le week-end ou m'entraîner le mercredi. Ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment bien plu en switchant entre sport collectif et sport individuel. Et donc voilà, là, ça m'a vraiment fait écho aussi. Donc Non, mais je tenais à partager ça. c'est exactement ça. Dans un sport collectif, en fait, tu n'es que un maillon de plein de facteurs qui font que est-ce que ton équipe va être va performer ou pas. Euh, souvent, bah, les problèmes ou les réussites sont multifactoriels en fait. Ouais. Et, et tu peux pas tout contrôler. Alors que dans la musculation, c'est vrai que voilà, en plus tu peux te faire ton emploi du temps. C'est ça en fait. On réduit, c'est comme tu le dis, on réduit les facteurs qui entrent en jeu. Et puis tu peux t'en prendre qu'à toi-même si ça ne marche pas. Exactement. Exactement. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça, voilà, qu'on est tombé amoureux de cette pratique, avec aussi ce qu'elle véhicule comme bah, la discipline, la gratification différée, l'art aussi. Tu l'as très bien dit avec le posing. Donc, ce n'est pas qu'une pratique sportive, c'est un art aussi. Et je pense que c'est ça qui nous fait vibrer aussi, je dirais pas au quotidien, mais de façon générale dans cette pratique. Et donc, voilà. Très bien. Mais peut-être je me fais une petite présentation express. Euh, donc moi, je m'appelle Cédric, 26 ans. J'ai commencé la musculation en 2015, donc j'avais 17 ans. Donc je venais du football à ce moment-là. Et j'ai vraiment, on va dire, je suis tombé directement amoureux de cette pratique. Je pense que j'ai fait le foot et la muscu pendant un an en parallèle. Et un an après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. C'est exclusivement la musculation. Et en fait, bon, jusque-là, j'ai continué la pratique, j'ai continué à me former avec différentes sources, notamment plutôt internationales. Et j'ai prévu donc une première compétition en 2022 où j'ai fait effectivement 2 top 3 dans la fédération WNBF. Très très bonne expérience et ça m'a confirmé aussi ma volonté de pousser ma pratique jusque dans les limites en fait, hein, les limites naturelles. Et donc on en est là en 2024, bientôt 2025, à toujours continuer à pratiquer ce magnifique sport. Et donc voilà. Et j'aimerais peut-être revenir sur le début de ma pratique où je disais, j'ai combiné foot et muscu. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans cette première année, c'est que ça fonctionnait pas très bien. Ça fonctionnait pas du tout bien. Et j'étais vraiment bridé en fait dans ma capacité à faire du muscle. Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Et si tu l'acceptes, Adnan, j'aimerais bien qu'on discute de l'un d'entre eux aujourd'hui. Allez. C'est parti? Et donc, je pense qu'il y a deux facteurs qui ont bridé ma pratique. C'était la pratique concomitante, tu vois, du cardio intensif et de la musculation. Il y avait un effet d'interférence bah, qui était présent dès le départ de ma pratique. Mais je pense qu'il y a un facteur que j'ai réellement sous-estimé, c'est que je ne mangeais pas dans un surplus calorique. Alors, je crois qu'on a eu la même expérience, hein. Ah, c'est incroyable. Est-ce que tu aimerais m'en Et, dire un petit peu plus, toi, sur peut-être comment ça s'est mis en place? bah, en fait, quand je faisais du rugby, je faisais aussi de la muscu. Euh, et en fait, c'est vrai qu'à un moment, je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Et du coup, je récupérais pas de mes entraînements pour ensuite faire ma séance de muscu et inversement pour pour mes entraînements, je me retrouvais claqué à bout de souffle très rapidement. Et en fait, c'est un cercle assez négatif où une pratique me fatiguait pour la pratique d'après. Et en fait, en y pensant, et je voyais aussi le rugby comme ça, je me disais, euh, au rugby, je cours beaucoup, je fais beaucoup de cardio, je vais pouvoir sécher. À la muscu, je soulève des poids et je vais gagner du muscle. Mhm. Tu vois, donc, en fait, j'essaie de tout faire en même temps. Euh, du coup, comme j'essaie en plus de sécher, donc je ne mangeais pas autant que j'aurais dû. Et donc, je crois que j'ai pas tant gagné de muscle que ça à cette période-là. Et j'ai pas non plus fait des entraînements incroyables. Donc ouais, je pense que manger, si j'avais eu les connaissances euh, que j'ai aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que j'aurais pu gérer la situation un petit peu mieux, même si en fait j'aurais juste arrêté le rugby.
ne serais consacré que Affaire à la réglée. musculation. Voilà. Mais ouais, on peut parler aussi du surplus, mais quand tu fais qu'une seule pratique, en fait, finalement, parce que c'était ça où tu voulais en venir. C'est exactement là où je voulais en venir, effectivement. Parce on a le même parcours, c'est qu'on a fait les deux pratiques, on a arrêté l'effet d'interférence, qu'on pourra peut-être garder pour un prochain épisode, mais donc cet effet d'interférence est parti, et ensuite on a pu vraiment se concentrer sur l'ajout d'un surplus dans la pratique. Et en fait, j'ai réellement vu une différence qui est énorme. J'ai commencé à 65 kilos pour 1,80 m. Et je crois que la première année, en fait, j'ai du mal, j'ai gagné, je crois, 3 ou 4 kilos, mais difficilement. J'ai directement eu un plateau. Et en fait, ce qui s'est passé quand j'ai arrêté le foot et que je me suis engagé dans un surplus, alors je crois qu'à l'époque, je consommais 2800 calories, je crois, kilocalories. Et à un moment, je crois que je me suis dit, j'en ai marre. Et je crois que j'ai rajouté 5 ou 600 kilocalories d'un coup. Et je suis allé vraiment assez franco, en fait, dans mon approche. Et ça m'a mis donc effectivement vers les 3002, 3003. Et là, j'ai directement vu la différence. C'était le jour et la nuit. C'était comme si, en fait, mon corps n'attendait que ça. Et Il tu le attendait voyais, qu'à exploser. tu l'as remarqué de façon visuelle, Ouais, ou est-ce que, tout, ouais, tout. En fait, je l'ai remarqué. Premièrement, facilité de progression. Donc, en fait, ma récupération était accentuée. Et donc, en fait, mes entraînements, en fait, progressaient dans la bonne direction. Alors que je pense qu'à cette époque, mon volume et ma fréquence n'étaient pas aussi carrés qu'aujourd'hui. Donc, mais voilà, le surplus, en fait, m'a réellement permis d'exploiter juste mon potentiel. Alors, bien sûr, en étant débutant, mais c'était assez immédiat comme un bouton on-off. C'était vraiment du jour au lendemain, paf, les entraînements qui s'enchaînent super bien, très belle progression. Et pour te dire à quel point ça a eu un impact sur ma progression, je pense que j'ai gagné en l'espace, je crois que j'ai commencé ça en septembre 2016, je pense. Et je crois qu'en l'espace de quelques mois, pendant l'hiver, je crois, et une première partie du printemps, j'ai dû gagner, tiens-toi bien, je crois que j'ai presque gagné 10 kilos. ouf. Mais ouais, ça m'a choqué aussi. J'ai gagné 10 kilos en, allez, en 8 mois, je pense. Ah, mais 7-8 mois. t'étais en plein Newbie Games, là. Ouais, clairement. Mais Clairement. moi, je pense que j'ai jamais eu de phase aussi flagrante que ça. Euh, Même si, en fait, je crois que j'ai vraiment fait deux vraies phases de bulk, de prise de Mhm. masse. Une première où c'était vraiment la prise de masse de rêve, quoi. Je ne comptais rien, je calculais rien, je mangeais, je mangeais. Il fallait que tous les jours, sur la balance le matin, le poids, il est augmenté. S'il n'avait pas augmenté, j'avais l'impression que j'avais raté un petit peu ma vie. C'est Oh. vraiment, alors, j'ai gagné du gras, hein. Il y a rien à dire. J'ai pris du gras, mais mes performances, elles étaient incroyables. Au squat, et c'est parce que c'était l'exercice c'était mon exercice roi et c'est celui si ça progressait au squat, c'est que tout allait bien, quoi. Et au squat, je suis passé bon, je faisais du 8 12 reps à peu près. Et je suis passé de une 80aine de kilos à faire des séries à 115, je crois, la dernière fois où je me suis arrêté à faire du squat, en l'espace de 8 mois à peu près. Ah, c'est une Euh, solide progression, ça. ouais, ouais. Et encore, je pense que en y repensant, j'aurais pu progresser encore plus vite que ça, parce que j'étais très conservateur, parce que j'ai toujours un peu peur de pour mon genou. Mhm. Donc j'ai essayé de progresser assez lentement, de mésocycle en mésocycle, je revenais un petit peu en arrière pour essayer de finir un peu plus haut à chaque fois. Ce qui aujourd'hui, je pense que c'était pas forcément la meilleure approche. Je ferais pas comme ça maintenant. Et en fait, ma deuxième phase de prise de masse, qui est la phase actuelle, et ben en fait, je pense que et qui est encore plus contrôlée là par contre cette fois-ci, où genre on doit être à quoi 200 calories au-dessus de la maintenance à peu près, si ce n'est un petit peu plus. Euh, En fait, mes
mes progrès sont aussi rapides, si ce n'est plus. Je gagne peu de gras. Et en fait, j'ai l'impression que ouais, ça marche quoi, ça marche plutôt bien. Ça fait bon, maintenant ça doit faire 1 an avec une petite mini cut de 4 semaines au retour des vacances cet été, euh, parce que j'avais un petit peu abusé des burgers. Euh, mais ouais, sinon en 1 an, j'ai pris quoi, même pas 10% de mon poids de corps et toutes mes performances tous mes lifts ont augmenté de façon incroyable et des lifts où c'était très linéaire, genre le RDL, je suis passé de série de 10 reps à une centaine, 110 kilos à 160 kilos maintenant, ce Waouh, qui est, je pensais, énormissime. c'est Je- énorme. Ouais, effectivement, c'est énorme. Jamais je me voyais faire autant de reps. Ouais, c'est Enfin, ça je qui fais est pas. impressionnant. Ouais. Mhm. Oui, Et tu et disais qu'est-ce que j'allais justement que dire? Oui. ce surplus donc était donc tu parles d'un surplus plus ou moins de 200 kilocalories, c'est ça? Ouais, je pense que c'est un surplus qui est vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, qui est parfait pour moi. Et en fait, je pense que, tu vois, on l'a rajouté ce surplus parce qu'à un moment, mon poids progressait plus trop. Et ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que le poids progressait pas et les performances commençaient un petit peu à stagner aussi. Elles augmentaient, mais moins vite qu'avant. Mhm. Notamment sur des exercices comme le leg press, comme des exos poussés de manière générale. Et on a augmenté de 200 kilocalories. Au bout de 2 semaines, tout repartait, mais comme si, euh, comme si c'était Menu Begins à nouveau, tu vois. La leg press a Ouais, explosé en rep et en poids. Euh, la chest press, c'est pareil, ça augmente tranquillement. Les triceps, une progression incroyable sur les triceps de semaine en semaine, alors que ça stagnait. En fait, comme quoi, il n'y a pas de secret. Pour récupérer, pour progresser, il faut se nourrir, quoi. totalement d'accord. Et merci pour ton retour là-dessus, parce que c'est quand même impressionnant. Je reviens sur le RDL, là, de passer à 100, 110, 115 kilos à 160, avec bien sûr une technique standardisée, c'est monstrueux en fait. C'est une progression qui est très impressionnante. Et, et là, je veux dire, on pourrait juste présenter cette partie du podcast et dire, bah, le surplus, c'est suffisant. C'est bon, on s'arrête là, on arrête de discuter. Euh, mais Il n'y a pas de encore, secret, je pense, hein. il n'y a pas de secret, mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est fort débattu, notamment C'est sur c'est ce que j'allais plein de dire. Pourquoi on personnalités. en parle? Pourquoi est-ce qu'on en parle au final? Voilà, parce que c'est débattu. Alors, C'est vas-y. c'est tellement débattu et c'est hallucinant parce qu'en fait, moi je dis tout le temps, si on veut avoir le cœur net, il faut expérimenter soi-même. Parce qu'au final, on est n égale 1. Donc on essaye sur soi-même et on regarde comment on réagit, on tire les conclusions. Pour ça, déjà, il faut bien sûr traquer les données et le faire suffisamment longtemps. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Essayez sur vous-même, en fait. Et le très bel exemple ici, c'est que nous, on a pu l'expérimenter. On a eu les deux facettes. Plutôt l'une où on était en maintenance, ou comme tu l'as très bien dit pour toi-même, il y a des phases où en fait ta maintenance est montée en fait avec la phase de surplus et donc où il n'y avait plus vraiment de surplus. Et là, tu remarques aussi plus de difficultés à progresser. Donc en fait, tu remarques les deux penchants en fait entre maintenance et surplus. Et bah, même aussi, au niveau d'expérience, je veux dire 200 kilocalories de surplus et puis de voir toutes les performances monter comme elles montent, c'est super impressionnant effectivement. Et on fait un sport où il y a une forte demande de récupération. Je veux dire, on pousse en fait toujours le corps dans ses limites. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est que, certes, c'est peut-être pas un sport comme du cardio ou alors on fait vraiment pomper le cœur à fond et où on n'a peut-être pas autant d'endorphines en fin de séance. Enfin, peut-être pas autant que du cardio, mais on fait quand même pousser le système musculo-squelettique à son maximum aussi. Et ça nécessite tout on va dire un fuel, on va dire un carburant nécessaire pour aider à la performance. Essayez, en fait, c'est ça. Essayez. Essayez les deux et regardez avec lequel vous fonctionnez le mieux. Pour tout le monde, ce sera principalement un surplus qui va fonctionner, en fait. Oui, et en fait, comme tu dis très bien, en fait, c'est que on accumule de la fatigue chaque séance. C'est de la fatigue musculaire, c'est de la fatigue nerveuse, c'est de la fatigue psychologique. Et mine de rien, je trouve que la nourriture, le surplus
aide énormément à dissiper cette fatigue. Et tu vois, par exemple, depuis que je suis en surplus, je fais des mésocycles qui durent entre 7 et 12 semaines, 14 semaines pour le plus long. Ouais. Cette semaine le plus court parce que je partais en vacances, il fallait que je m'arrête là, alors que j'étais en pleine progression. J'aurais pu continuer au moins 7 semaines de plus. Mhm. Euh, en sèche ou en maintien, je ne peux pas faire de mésocycle de plus de 6 semaines. Ouais. Je suis explosé. Je dors mal, mes performances stagnent, voire commencent à baisser. Avec un surplus de 200 calories, je peux m'entraîner pendant 3 mois non-stop. Tout est dit. Ah, mais c'est en présentant ce genre de ces données en fait qu'on se rend compte à quel point le surplus est super important et que c'est encore étonnant que ce soit donc débattu aujourd'hui. Et je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui si les personnes étaient capables d'expérimenter et tirer leurs propres conclusions. Et ça, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui, c'est de pouvoir donc tirer ses propres conclusions. Et ça, c'est quelque chose que je sais pas si tu vois Trend by JP. Oui. Ouais. Bah, je le trouve incroyable pour ça. De pouvoir en fait dire essayer quelque chose et il faut expérimenter, il faut être curieux, ouvert d'esprit, que ce soit en termes peut-être d'apport énergétique, de setup d'entraînement, de volume, de fréquence, de choix d'exercice. En fait, pour tout, c'est une question en fait de pouvoir expérimenter. Et ça, c'est une compétence que très peu de personnes ont en fait aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ce qui freine aussi à la progression de beaucoup de personnes. C'est Oui. voilà, s'essayer en fait à différentes choses, mais il faut l'essayer de façon correcte. Donc, en prenant les données, comme on a pu l'expliquer, et le faire suffisamment longtemps aussi. Et il n'y a jamais rien de négatif à essayer un truc. Si tu essaies un truc, ça fonctionne, banco. Si ça fonctionne pas, tu perds rien. Ouais, Tu perdras pas de muscle. Si tu gagnes un petit peu de gras, plus que tu n'aurais voulu, le gras, ça se perd beaucoup plus vite que ça se gagne. exactement. Et en plus de ça, tu as acquis des données qui vont te permettre de ne pas faire la même erreur. Tu sais que cette méthode maintenant ne fonctionne plus pour toi. Si 600 calories de surplus, ça marche pas pour toi, bah, peut-être que c'est 400. Maintenant, tu sais que c'est pas 600 en tout cas. Exact. Ça, c'est super précieux ce que tu viens de dire. C'est très précieux. J'aimerais même rebondir peut-être sur des anecdotes personnelles, et je crois que c'est aussi ça que les personnes recherchent dans ce genre de podcast. Est-ce que, moi j'ai déjà deux exemples en tête, mais on va partir peut-être pour toi. Qu'est-ce que tu as pu expérimenter et qui a complètement changé ta pratique, positivement ou négativement, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as pu découvrir via l'expérimentation, que ce soit en termes d'entraînement ou de surplus, par exemple? Bah, au niveau du surplus, je pense que c'est clair, c'est que pour moi en tout cas, un petit surplus. Mais en pourcentage, le surplus est quand même assez énorme, hein. Je pense qu'en pourcentage, je suis pas loin des 10%, ce qui est modéré en fait au final. Bah pour moi, j'ai découvert que c'était quand même le surplus qui était le, le plus pratique et celui qui marchait le mieux pour moi. Donc ça, de toute façon, on a découvert ensemble et c'est ce qui marche le mieux pour l'instant. En termes d'entraînement, je t'avoue que je pense que j'ai testé énormément de choses, mais pas tant que ça. Parce que je me suis très vite rendu compte que ce qui était très important, c'était de standardiser tout ce qui était possiblement standardisable. C'est-à-dire que depuis que je me suis mis à la musculation de façon assez sérieuse, c'est-à-dire il y a 4 5 ans, le premier truc que j'ai fait avant même de toucher une haltère, j'ai envie de dire, c'est que je savais que quand j'allais à la salle, j'allais faire tel exercice pour combien de séries. Au moment de faire mon exercice, je me disais, OK, l'haltère, le poids, il va d'ici à ici. Je descends pas plus bas, je monte pas plus haut, etc., etc. Donc la standardisation, savoir les performances qu'on a pu faire de semaine en semaine pour pouvoir essayer de les égaler ou de les battre. L'expérimentation, moi je pense, la plus importante pour moi, qui a tout changé, c'était tout ce qui est amplitude complète. Pendant très 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 longtemps, je ne voulais m'entraîner que sur une amplitude
très importante, et notamment en privilégiant l'étirement. Et l'étirement bien avant toutes les recherches sur les lengthened partials, etc. Comme j'écoutais énormément Mike Israel, la phase d'étirement, la phase étirée était pour moi hyper importante. Et j'ai continué sur cette voie, non pas parce que j'écoutais ça bêtement, mais parce que je trouvais que ça m'apportait énormément en termes psychologiques, en termes physiologiques, c'est-à-dire que sur chaque répétition, je sentais énormément mon muscle travailler. Et pour moi, ça me procurait du plaisir. Et en même temps, je progressais. Donc, dans mon esprit, c'était ça qui me faisait progresser. Donc, l'amplitude complète, savoir exactement où ma répétition commence, où elle finit, euh, et combien de répétitions j'ai pu faire durant cette série-là. Je pense que voilà, moi je pense pas avoir énormément expérimenté. Non, mais merci pour ton retour. Et puis, même, je veux dire, quand on fait quelque chose qui fonctionne, il y a toujours le dilemme, est-ce qu'on fait autre chose ou pas? Et ça, c'est un dilemme qui est plus compliqué dans ce sens-là parce que si on a déjà des gains, c'est très difficile de se dire, ben, je peux en fait faire un coup de poker, je peux peut-être avoir le double, mais je peux tout perdre en fait pendant la période où j'essaye. Mais après, comme tu l'as très bien dit, en fait, on revient juste à ce qu'on se connaît, enfin, à un setup qu'on connaît. Et donc, du coup, c'est pas grave, c'est juste du temps qu'on a peut-être un peu perdu. Euh, Vu qu'on est en fin d'année et que ça me permet un petit peu de faire la rétrospective de mon année, cette année, je pense, c'est sans doute ma meilleure année d'entraînement. J'ai jamais progressé autant que cette année. Et peut-être que l'expérimentation qui a été, du coup, maintenant que j'y pense, la plus bénéfique pour moi, c'était aussi de te faire confiance Mhm. euh, et de travailler avec toi. Et je suis passé d'une méthode d'entraînement où en fait j'ai accumulé énormément de volume pendant un mésocycle, où je passais de 2 séries de poussées en début de mésocycle à 6 séries en fin de mésocycle. Euh, ouais, oui, je C'est cycle les beaucoup, ça. volumes. Le 6, ouais, j'abuse peut-être un petit peu, mais je faisais énormément de volume sur beaucoup de groupes musculaires. Et même si je progressais, je pense que j'ai pas autant progressé que cette année. Je pense que tu as divisé mon volume par deux, si ce n'est plus. Et le Ouais. volume, il change pas, il bouge jamais. Ça fait 1 an et demi que le volume, à moins d'avoir rajouté une série sur toute une semaine d'entraînement par-ci, par-là, entre le moment où on a commencé à travailler ensemble et aujourd'hui, il y a peut-être 2 séries de différence au total. Et en fait, j'ai jamais autant progressé malgré ça. Et je la dois à quoi? Bah, sans doute un programme mieux écrit, un volume qui fait sens, euh, et une technique qui continue de s'améliorer de Ouais, au fur et mois à en mesure des mois. semaines. Ouais, voilà. Voilà, ça c'était une expérimentation, je pense, qui a aussi porté ses fruits. Bah, tu fais bien de le préciser, effectivement. C'est une expérimentation de diviser son volume par X, on va dire. C'est une expérimentation. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que en diminuant le volume, mais en insistant sur la qualité technique, euh, sur une fréquence qui est quand même relativement haute aussi, hein, parce qu'on est sur du 2 fois semaine sur chaque muscle, c'est là où en fait le volume prend d'autant plus d'importance. Il faut faire encore plus attention au volume quand on est sur des programmes à haute fréquence, parce que le risque de ne pas assez récupérer peut être plus grand en fait. Mm. Et donc, effectivement, c'est une expérimentation qu'on a pu mettre en place et qui porte vraiment ses fruits. Je suis vraiment très content de euh, là où on en est aujourd'hui. Quand on parle effectivement du RDL qui a complètement pété jusqu'à 160 kilos, et encore, c'est pas les seules performances. Il y en a vraiment d'autres aussi, hein, comme le squat à la Smith Machine. Ça peut être aussi la presse également. C'est plein d'exemples en fait qui montrent que le volume actuel et que tu fais est vraiment très bénéfique. Et ça fait vraiment effectivement écho avec quelque chose que j'ai pu aussi découvrir. C'est, j'appelle toujours ça un peu le ratio volume-fréquence. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est juste un ressenti, mais que dans la littérature, c'est un petit peu balayé facilement. On se dit vite qu'en fait, tant que le volume est égalisé, en fait, la fréquence n'a aucun impact. Et en fait, on part de ce postulat comme étant effectivement vrai. Et bien, c'est clair qu'il y a de la recherche qui montre en fait que c'est le volume qui compte par-dessus tout. Mais en fait, moi, je l'ai expérimenté.
Et donc, du coup, moi, c'est pas vrai en fait. Ça ne fonctionne pas sur moi comme ça. Et donc, ce que je me suis rendu compte, c'était que je partais plutôt sur un bro split quand j'ai commencé ma pratique. Et j'ai vite eu un mur de progression après, je pense, un peu plus d'1 an de pratique. J'ai vraiment eu du mal à progresser. Et en fait, ce que j'ai pu découvrir sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui tolère pas vraiment beaucoup de volume en fait de base. Je pense que si on doit faire une distribution, tu vois, de normal comme ça, pour la tolérance au volume, je pense que si on dit que le côté droit, c'est vraiment ceux qui tolèrent beaucoup de volume et le côté gauche, ceux qui tolèrent vraiment pas beaucoup de volume, je pense qu'à mon avis, je dois être dans les 25-35% du côté gauche, quoi, en partant du côté gauche. Donc certainement peut-être les personnes qui tolèrent quand même un certain nombre de volumes, mais moins que la moyenne, peut-être. Ouais, Voilà, mais c'est un petit peu ça que j'ai découvert. ça, on peut en parler beaucoup aussi parce que la science, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me font marrer sur ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux, où en fait j'ai l'impression que les gens ne choisissent que ce qui les intéresse dedans. Et, Au biais de euh, confirmation. Biais de non mais confirmation, voilà, en exactement. plus dans toutes les études, quand tu vois les graphiques, les différents points, tu as la moyenne, mais après tu as des gens qui sont à 2 degrés de magnitude au-dessus et en dessous de la courbe. Ouais, C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, il faut expérimenter sur soi-même avant tout. Euh, c'est ça. tu n'es peut-être pas dans la moyenne. Et, Exactement. Et on peut déjà on peut critiquer on peut critiquer les études, sur la mise en place des études. Alors c'est pas facile à faire, ça demande un travail énorme avec beaucoup de fonds aussi, mais déjà il faut pouvoir critiquer les études, les comprendre. Et effectivement, tu l'as très bien dit, tous ces petits points qu'il y a sur les graphiques, c'est une personne en fait. Mm. Donc en fait, on peut très bien se retrouver totalement en dessous d'une recommandation de volume, mais on pourrait très bien se situer totalement au-dessus d'une recommandation de volume. Mais ça, en fait, le papier, il pourra pas t'apprendre à le faire. Non, c'est un C'est point de exactement départ. Au ça. mieux, c'est un point de départ. Oui. C'est un point de départ. Tu peux Je- démarrer, voilà. C'est exactement ce que Eric Helms disait il y a quelque temps. En fait, tu sais, il parlait des non-responders, ceux qui ne répondent pas en fait au programme d'entraînement. Ouais. Et dans des études, tu as toujours un mec qui gagne 0% de muscle. Ils ont fait X séries sur 3 mois, pendant 3 mois. Il a gagné 0% de muscle. Ouais. Mais en fait, c'est peut-être que ce type-là, bon, bah, il y a aussi le facteur génétique, peut-être que malheureusement, il gagne pas, naturellement, il gagne peu de muscle, mais peut-être que ce type-là, il lui faudrait beaucoup moins de volume ou beaucoup plus. Ouais, c'est Ça, dans on les peut deux pas le sens, en fait, savoir. hein. Voilà. Ouais, on peut pas le savoir. Effectivement, c'est vrai qu'Eric Hems en parlait peut-être que ces personnes qui ne répondent pas très bien à l'entraînement auraient peut-être besoin d'un peu plus de volume, en fait. Et lui-même se qualifie d'ailleurs de non-responder, où il a vraiment besoin de plus de volume. Sur le haut du corps. Et en plus, C'est ça ça. dépend de chaque muscle. C'est qu'en fait, sur Exactement. le Et bas tu fais du très bien de corps, le il a peu préciser. de volume. Sur le haut du corps, son volume, il a l'air dément, quoi. Ouais, il me semble que sur le haut du corps, je crois, Eric Hems, il parlait de minimum 25 séries par muscle par semaine, ce qui est énorme en fait. Et sur les cuisses, je crois qu'il fait diviser par deux en fait. Tu C'est fais ça. très bien de le préciser parce qu'en fait, ça dépend vraiment des groupes musculaires. Ça pourrait être. Enfin, en fait, là, on voit que Eric Hems, quand on reprend son physique, on voit très bien qu'il est dominant du bas du corps et que le haut du corps a vraiment plus de difficultés à suivre. Et donc là, effectivement, on peut vraiment diviser son physique en deux avec une partie qui répond bien à l'entraînement et une partie qui répond un peu plus difficilement. Mais donc voilà, au final, je pense que c'est important d'avoir expérimenté. Et donc, du coup, c'est là aussi que j'ai pu découvrir ça aussi, c'est se découvrir en fait un bon ratio entre la fréquence et le volume en manipulant en fait les deux variables. Parfois en manipulant juste une seule pour standardiser un petit peu et savoir si je change un facteur, quel est l'impact de ce facteur. Parce que au final, c'est vrai que si on change fréquence-volume, c'est deux facteurs qui changent en même temps. Très difficile d'identifier le facteur qui est responsable d'une stagnation, d'une progression. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu un petit peu mettre aussi en pratique. Et si quelqu'un a envie d'expérimenter quelque chose, il se dit, allez, tiens, demain, je commence un cycle d'entraînement, je divise mon volume quadri, enfin, j'enlève 2 séries, allez hop. Tu donnerais combien de temps à cette personne pour savoir véritablement si cette réduction ou cette augmentation de volume, d'ailleurs, c'est pareil, euh, elle lui est bénéfique ou pas? Combien de semaines d'entraînement à peu près tu penses? Et Hmm. en fonction de quels paramètres Ouais, c'est très intéressant. Donc là, la question que tu me poses, c'est plutôt au niveau du temps qu'on doit se laisser pour l'expérimentation. exactement?
Ok. En fait, déjà, il va falloir identifier le niveau d'avancement dans la pratique, parce que pour moi, c'est ça, en fait, c'est de parler de potentiel de croissance. En musculation, je pense que c'est vraiment important de toujours parler de ça. Quel est le potentiel théorique qui nous reste? Et ça, au final, c'est de se jauger en fait où est-ce qu'on en est dans son avancement en musculation. Déjà, c'est de pouvoir identifier la vitesse de progression sur papier des semaines précédentes. En fait, si on remarque qu'on est dans une programmation où on progresse très facilement, c'est très prévisible, j'aurais tendance à dire qu'on est forcément dans des phases initiales de pratique, débutants ou intermédiaires. Euh, mais on peut aussi avoir un scénario où une personne pourrait pas bien progresser parce qu'en fait son entraînement n'est pas bien calibré et elle est toujours dans une phase débutante. Donc en fait j'aurais peut-être tendance à dire aussi en fonction du poids qui a changé par rapport à l'avant-pratique en fait, mais plutôt de masse maigre en fait. C'est d'essayer de plutôt estimer à quel point en fait la masse maigre a été ajoutée ou pas par rapport voilà, au poids initial. Donc je pense que c'est important de pouvoir euh, s'identifier où est-ce qu'on en est dans sa pratique. Et à partir de là, on peut estimer un potentiel de croissance qui reste. Donc, par exemple, si une personne se dit, bah oui, au final, j'ai pratiqué pendant 1 an, j'ai peut-être gagné 5 kilos. Donc, déjà, il y a deux facteurs. Il y a le poids qui est pris et aussi la durée de pratique. 1 an, on passe rarement d'une phase débutant à avancer en 1 an. Donc, c'est aussi, je pense que l'année de pratique structurée est intéressante et à prendre en compte. Une personne qui a, par exemple, voilà, 1 an, qui a gagné 5 kilos, moi, je la caractérise plutôt comme plutôt débutant, débutant ou intermédiaire, débutant, enfin, les premières phases intermédiaires peut-être au plus. Mais à partir de là, en fait, on peut estimer que le potentiel de croissance, il y a quand même encore un potentiel qui est présent. Et donc, comme il y a un potentiel qui est présent, on pourrait plus vite voir les améliorations d'une programmation. Et donc, là, je pense que la durée d'évaluation doit être plus courte. Potentiellement, je pense que déjà en prenant 4 à 8 semaines, ça peut être déjà pas mal. Je partirais toujours sur la période la plus élevée parce qu'au plus on accumule des données, au plus c'est fiable. Donc j'aurais tendance à dire que peut-être oui, 1 mois et demi, 2 mois, ça peut être déjà très bien. Je pense qu'en 1 mois, c'est faisable aussi. On peut le voir assez vite. Et même parfois où on change une ou deux variables et c'est peut-être même directement instantané, on remarque que pour le prochain entraînement, on a déjà mieux récupéré. Donc ça peut aller aussi vite qu'une semaine d'entraînement en fait. Et ça aussi, je pense que c'est un facteur qu'il faut bien prendre en considération. C'est des périodes vraiment plus courtes, en fait. S'il y a un changement qui a vraiment fait une différence, on peut le remarquer très vite. Donc voilà. Et au contraire, une personne qui est avancée, qui a déjà rajouté beaucoup de poids corporel, qui a eu plusieurs années de pratiques structurées et voilà, qui a une progression qui est plus lente de façon générale, malgré l'expérimentation, je pense qu'il faut se laisser, quoi qu'il arrive, beaucoup plus de temps. Ça, c'est clair. Je pense on peut peut-être parler déjà minimum de quelques mois minimum, vraiment. Si pas, on peut parler peut-être en années, peut-être. On peut aller Ouais. jusque-là. Je sais pas ce Oui, que tu en voilà. Donc, penses. non, non, mais je suis d'accord, hein. En fait, voilà. Pour résumer, plus on est débutant, plus on va voir les changements rapidement, et plus on est avancé, plus il va falloir se laisser de temps pour et faire confiance au processus pour voir si nos petits changements ont été productifs ou pas, Ouais, ou à quel point ouais, c'est ils ça. l'ont été. Et finalement, c'est pareil un peu pour le surplus, si on est au sujet Au sujet initial. de départ. Bah oui, parce que en fait, finalement, plus tu es débutant, plus tu peux te permettre un surplus énorme. Et c'est à l'inverse, quand tu commences à être avancé, que là, évidemment, le surplus, et là, on va enfin rejoindre ce qui se dit en ce moment sur les réseaux sociaux, Ouais. le surplus va devoir être plus petit et plus calculé. Et voilà, tout le monde n'est pas avancé, n'a pas 20 ans de pratique et ne peut espérer que gagner quelques grammes de muscles tous les 2 mois. Ouais, exactement. Je pense que tu fais bien de le préciser aussi, peut-être où se situe le pratiquant moyen en musculation, si on peut parler d'une moyenne, en fait, du niveau d'avancement. Je pense qu'effectivement, une bonne moyenne représentative du pratiquant en musculation, je pense il est au plus tard intermédiaire. Intermédiaire, mais dans les premières phases, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu la phase de newbie gains, comme tu dis, qui est passée, parce qu'en fait, on peut faire plus ou moins n'importe quoi et ça peut fonctionner, on va dire. Mais je pense que beaucoup de personnes sont après cette phase de newbie gains et là, ça commence un petit peu à bloquer, quoi.
Et je pense qu'en fait, le pratiquant moyen se situe effectivement là. Et donc, du coup, il y a encore un potentiel de croissance qui est présent, effectivement. Mais c'est ça, mais c'est cool d'être finalement être dans les premières phases parce que tu vois des progrès très vite. Mais tout le monde veut s'entraîner, veut manger comme des avancées tout de suite. C'est ça le petit souci en fait finalement. Ah, ah. Euh, Tout le monde veut faire les techniques avancées, veut manger de façon optimisée avec son 50 calories de surplus par jour. Ça, c'est quelque chose que tu as remarqué peut-être sur les réseaux sociaux ou sur peut-être, je sais pas, ça t'est venu en tête, donc je pense que tu penses à peut-être des exemples. Ouais, non, moi c'est surtout sur les réseaux sociaux que je vois ça, hein. Dans la vie de tous les jours, moi je vois plus des gens qui n'optimisent rien du tout et des gens qui ne comprennent pas pourquoi la surcharge progressive c'est un truc et pourquoi c'est important. C'est surtout ouais, non, c'est le pratiquant moyen qui s'intéresse un petit peu à la chose, donc du coup qui est sur les réseaux sociaux, qui commente, etc. Ils veulent tous s'entraîner comme des Ouais, champions de la effectivement. Non. de NBF. Mais en fait, finalement, il y a des étapes, il faut pas les cramer. Moi, c'est plus frustrant d'avoir un groupe musculaire qui serait avancé, c'est-à-dire qu'en fait, qui est plus proche de son, euh, de son seuil génétique que d'avoir un groupe musculaire qui est en mode débutant, c'est-à-dire où je vois des progressions toutes les semaines. Moi, quand j'ai des phases où j'ai des progressions toutes les semaines, je suis hyper content, ça me motive, Ouais. chacun son niveau et pas besoin de se prendre la tête, hein. Ouais, mais ce que tu dis, je pense que c'est juste, enfin, ce sont vraiment les réseaux sociaux qui alimentent cette recherche d'optimisation. Et Ouais. cette recherche d'optimisation, elle vient apporter de l'angoisse, en fait. Et cette angoisse de est-ce que je peux mieux faire? Voilà, il y a toujours cette question de il est possible d'optimiser. Et ça, c'est alimenté par l'algorithme qui vient à chaque fois montrer bah, des techniques différentes, des ah, il faut pas faire ça, 5 erreurs en musculation. Enfin, il y a plein de concepts qui existent. J'ai pu moi-même faire une vidéo là-dessus, effectivement. Enfin, j'alimente aussi cet algorithme. Je suis responsable, effectivement, de ça. Mais c'est aux personnes à prendre de la distance avec ce qu'elles consomment sur les réseaux sociaux. C'est pas les enfin, c'est pas les créateurs de contenu à le faire. Nous, à la limite, ils peuvent peut-être faire un disclaimer en disant voilà, faites attention, il faut pouvoir individualiser tatati, tatata en fonction de votre niveau d'avancement. Mais c'est surtout aux consommateurs à prendre ces précautions. Ouais, mais je pense que souvent, en plus, les contenus sont pas, enfin, ceux que je consomme moi, en tout cas, ils sont plutôt nuancés. Donc, Oui, les contenus que je consomme, je les trouve plutôt nuancés. Par contre, c'est l'interprétation qui est faite, où finalement les gens vont aller juste choisir ce qui leur parle le plus. Euh, Bah, cette histoire de surplus, c'est l'exemple parfait. Tout le monde, personne ne veut être en surplus, tout le monde veut être en maintenance en se disant, c'est là que je vais ne pas prendre de gras, je vais que prendre du muscle, je vais être écorché à l'année. Euh, c'est tout à voir en fait. C'est cette volonté de rester sec et de faire du muscle. C'est un fantasme en fait, hein. ouais. Ah, c'est un Tout en fantasme. citant, Sur tout- papier, moi, ça me chauffe de fou, hein. Moi, le jour où on me dit, voilà, tu peux rester sec et faire du muscle, moi, je signe directement. Et je pense ah que tous oui, les bodybuilders pro auraient déjà signé. C'est aussi ah simple que ça. ça, c'est le Ah rêve. oui, mais clairement, tout le monde aurait déjà signé cette histoire. Sauf qu'on le sait très bien que pour avoir le meilleur physique possible, il faut pousser le corps dans ses retranchements. Et pour pousser le corps dans ses retranchements, il faut aussi de la récupération qui est nécessaire. D'où, en fait, c'est clairement un fantasme. Ou alors, on part du postulat qu'on accepte de ne pas optimiser ses gains pour l'aspect physique, plutôt l'aspect visuel, en fait. Et ça convient à certaines personnes, clairement. Et ça, je pense aussi, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans la pratique. Je pense que toi et moi, Nen, on cherche à optimiser sa pratique, on cherche à gratter la limite. Et pour gratter la limite, ça demande d'être un peu plus extrême, en tout cas de pouvoir faire les choses correctement. Il faut vraiment rechercher c'est ça, à optimiser en fait. Et Oui, optimiser, ça passe par des phases de gratification aussi différées. oui, après, c'est vrai que chacun son approche et chacun va trouver une manière d'être motivé. Donc, je jette la pierre à personne, mais il faut juste être conscient de ce qu'on a et de l'échange qu'on est en train de faire finalement. Mais on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On va prendre du gras, c'est pas grave. Mais en même temps, je dis ça, mais je comprends tout à fait qu'on n'ait pas trop envie de trop en prendre aussi. Par exemple, je ne veux pas être énorme.
et pas sec. Donc, je veux dire, je vais pousser le truc jusqu'au moment où je me plairai plus du tout. Là, moi, j'habite au 5e étage. Le jour où j'arriverai plus à monter les 5 étages sans être complètement essoufflé, le jour où je serai complètement essoufflé, je me dirais, ah, là, peut-être que j'ai poussé un petit peu loin, tu vois. Cardiovasculairement, j'y suis pas encore là. Euh, Tant que je me plais encore dans le miroir, moi, je me vois encore continuer quelque temps, tu vois. Et Ah je oui, mais pense au que final, certains, voilà, on a tous un taux de masse grasse qui sera celui qu'on tolérera le plus ou le moins. ouais, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ça revient aussi sur le principe d'adhérence au processus en se disant, bah oui, moi par exemple, je suis confortable entre 8 et 13% de masse grasse. Et au-delà, je commence à avoir, euh, je me plais plus dans mon corps, je suis plus satisfait. Je suis d'accord jusque avec toi dans une certaine mesure en fait sur voilà, il faut pouvoir adapter en fonction de ses standards individuels. Et puis je pense aussi qu'on se sabote aussi d'une certaine façon. On peut se saboter en se disant voilà, moi je me plais juste de 8 à 13. Mais en fait, je crois qu'il y a aussi un travail psychologique à faire avec certaines personnes pour leur permettre d'accepter de monter au-dessus de 13 en leur montrant qu'en fait, 17% de masse grasse en étant musclé, c'est monstrueux. C'est très bien aussi. Ça peut être esthétique en fait. Et ça a un sens dans une certaine phase de prise de muscle. Ça peut avoir du sens. Et je pense qu'il y a des personnes qui pourraient en fait élargir leur taux de masse grasse confortable visuel par un certain travail psychologique sur eux-mêmes, alors avec l'aide d'un professionnel, en regardant des bonnes sources, voilà, en s'éveillant en fait sur la question. Mais je pense que c'est totalement faisable. Et je crois que je vais pas donner un pourcentage comme ça parce qu'il y a absolument, je pense, aucune étude qui s'est penchée là-dessus. Mais je pense qu'il y a un paquet de personnes pourraient élargir ce standard en fait de taux de masse grasse idéal en fait, clairement, en leur montrant en fait que potentiellement c'est plus de muscle sur la balance. Et ça, je veux dire, c'est quand même un plus qui est pas négligeable parce qu'au final, c'est un peu le but de la pratique. Donc voilà, je pense qu'il y a un tas d'arguments pour permettre d'élargir ces- cette tranche confortable. Ouais, et au final, je suis d'accord avec toi parce que euh, personnellement, tu vois, des fois, je prends du poids et au bout d'un moment, je me dis, ah, j'ai l'impression d'être gras. Et souvent, c'est que dans la tête, finalement, c'est très psychologique. Parce que je me rends compte que, tu vois, 1 à 2 semaines après, je me dis, mais en fait, pas du tout. Je suis, je suis balèze même. Et je me dis, mais voilà, je suis reparti, je suis prêt pour partir pour 3 mois de surplus facile et tout. Et au bout d'un moment, je me dirais, ah, mais il faut se laisser le temps, tu vois. Parce que des fois, j'ai eu fait l'erreur de vouloir des fois repasser sur des phases de cut trop rapidement, alors qu'en fait, je commençais à peine à faire des progrès. Et là, j'ai pris du gras trop vite. Mini cut, 5 semaines. Et en fait, pendant 5 semaines, tu fais plus de gains, tu gagnes plus de muscles. Tu as peut-être même tendance à en perdre. Donc ouais, non, au final, je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse part de psychologie. Et ce qu'on croit être en plus 13%, souvent, euh, c'est pas Ouais, 13%. ouais, Voilà. effectivement. La perception du taux de masse grasse, euh, il y a personne qui peut dire qui est à combien. Et puis de toute façon, on s'en fout. C'est pas sur ça que t'es jugé. Pour les C'est ça. compétiteurs, c'est pas sur ça qu'ils sont jugés. Ouais, c'est clair. C'est clair, en fait. C'est le visuel qui doit primer, effectivement. C'est vrai qu'on essaie de mettre des chiffres pour se situer. Et en fait, au final, ça parle aux gens, les pourcentages, mais en fait, c'est trompeur, comme tu le dis. Parce qu'il y en a très peu qui arrivent à vraiment mettre le bon visuel sur le bon chiffre. Oui, Et c'est pendant très frappant, ça. longtemps, quand j'étais au plus gras, pendant très longtemps, je pensais être à 28, 28%. Mais pas du tout. Je devais être à 21, 22, tu vois. Mais c'est trop difficile à juger comme ça. Il faut juste voir à l'œil est-ce qu'on se plaît ou pas. Et est-ce qu'on Ouais. performe, est-ce qu'on est en bonne santé. Oui, c'est ça. Donc, Utiliser un panel de facteurs, en fait. ouais, voilà, essayer de viser 8 à l'année, c'est un peu, ça peut plus nous jouer de mauvais tours qu'autre chose, hein. Ouais, effectivement, je pense que là, on a bien, je pense, fait le tour, effectivement, de ce sujet du surplus, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait revenir, c'est, on a parlé des études scientifiques et on a dit, les personnes veulent prendre que ce qu'elles veulent voir, en fait.
Et ça, effectivement, c'est un biais qui est fort connu, c'est le biais de confirmation. C'est qu'on va toujours chercher les informations qui confirment notre pensée initiale sur un sujet et venir la renforcer. Donc, on a une attention sélective sur certaines données qui vont dans notre sens et les données qui vont à l'encontre de notre conception, on les refuse en fait, on ne fait pas gaffe à ces données. Ou alors, on va essayer de s'engager dans des pensées rationnelles en se disant oui, mais en fait, c'est parce que. Et on va essayer en fait de démonter l'argument contraire. Et je pense que là, c'est quand même chaud sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je pense que ce biais de confirmation, il est assez puissant. Il est assez puissant et ça clive en plus aussi bah, la pratique en musculation, comme si ça crée aussi des camps sur des sujets, que ce soit bas volume, haut volume, basse intensité, haute intensité, surplus, pas surplus, bro split, split à plus haute fréquence. Et au final, en fait, il y a un clivage qui se fait en musculation avec ce biais de confirmation. Et voilà, c'était pour voir aussi si tu avais un avis là-dessus. Ouais, du coup, ça crée des clans, quoi. Est-ce que j'ai un Exactement. avis dessus? Je pense on a tous, on peut être tous sujets à ce problème de biais de confirmation. Moi, le premier, hein, pendant très longtemps, j'avais une source d'information que je privilégie plus que les autres. Ensuite, j'ai un peu ouvert mes horizons. Je suis même allé voir du côté de certaines personnes qui, il y a certaines années, m'aurait paru un peu fantasque. Et j'essaie de grignoter un petit peu. Je pense que tout le monde a une part de vérité dans ce qu'elles disent. Dans toutes les études, il y a un truc à récupérer dans une étude, dans toutes les études. Elles confirment toutes quelque chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et tout est bon à prendre finalement. Tout en, je pense, comme tu disais, se souvenir que les études ne feront jamais rien de toute façon, parce que il faut toujours voir en fonction de ce qui marche sur nous, de ce qu'on préfère faire. Hein, la pyramide, hein, l'adhérence est le plus important. S'il y a une méthodologie d'entraînement que tu préfères, je pense que si tu y donnes, tu te donnes à 100% dedans, c'est celle qui te fera le plus progresser. Peut-être que tu progresserais mieux si tu aimais d'autres méthodes d'entraînement, mais ça, on peut pas le savoir. Mais penser que ta méthode, parce qu'elle fonctionne sur toi, parce que toi, tu es super motivé dedans, c'est une méthode infaillible qui marchera sur tout le monde, c'est là où en fait où les choses commencent à devenir compliquées. Ouais, Euh, et c'est puis comme vrai. l'étude, tu vois, on parlait de surplus, mais on peut faire un lien très simple. Tu as la fameuse étude d'Eric Helms qui date d'il y a un an et demi, 2 ans, sur le surplus. Tout le monde lit cette étude en fonction de leur billet à eux. Tu as des gens qui vont dire il ne faut pas de surplus, on fait du muscle quand même. D'autres qui vont te dire il faut beaucoup de surplus. Euh, la personne la plus nuancée sur ce sujet, bizarrement, c'est Eric Helms. C'est le gars qui a écrit l'étude et Ouais. qui, à chaque fois qu'il en parle, il dit oui, c'est vrai, ça dépend du niveau de la personne, ça dépend des personnes. Et il cite d'autres études. Je me souviens, dans beaucoup de podcasts, il cite une étude dans laquelle ils ont donné 1000 calories de surplus à des jeunes étudiants qui vivaient sans stress, sans rien du tout, qui pouvaient dormir 8-9 heures par nuit, qui se levaient, allaient en cours, étaient peinards, s'entraînaient et allaient se recoucher. Et donc, du coup, eux, ils ont gagné combien de pourcentage de masse grasse, à ton avis? Tu la connais, cette étude dont il parle à chaque fois? Ouais, je pense. Alors, je me trompe peut-être parce qu'il y en a tellement. Est-ce qu'il n'y a pas plus de la moitié où c'est du muscle? Je crois que Au moins la moitié. c'est ça. C'est Ouais. que du muscle. Oui, ils ont gagné. Ouais, c'était assez impressionnant. Et voilà. Donc, tout dépend des gens. Tu as d'autres études dans lesquelles je relisais quelques études sur masse il y a quelques jours. Certaines personnes avec le même surplus, hein, certaines personnes du même groupe gagnaient énormément de masse grasse par rapport au taux de muscle, d'autres c'était l'inverse. Donc forcément, donc encore une fois, ça dépend des gens. Et dans une étude, t'as qu'une moyenne. Oui, c'est ça en fait. On en revient au petit point en fait, sur le Ouais. graphique, en fait, à l'individuel en fait. Effectivement, c'est. Et
Je t'ai même préparé une petite transition sur le sujet de Ah oui, sur le effectivement, stress. sur le stress, ça c'est incroyable, Anan. Ah, effectivement, tu fais bien de le dire parce que au tout début du podcast, on parlait du sport collectif, sport individuel, où on disait, voilà, dans la pratique individuelle, on a contrôle de tous les facteurs. Ce qui en soi est faux, bien sûr. Malheureusement, c'est faux. Alors, dans le sport individuel, la pratique individuelle comme la musculation, on a des facteurs en notre contrôle. On a l'entraînement qu'on met en place en choisissant un certain type d'exercice, enfin un ordre d'exercice, volume, fréquence, euh, fréquence pour le muscle, mais fréquence d'entraînement aussi sur les jours de la semaine. Bref, il y a tout un tas de facteurs qu'on peut contrôler. Malheureusement, et je pense que c'est aussi, ça fait partie d'un fantasme qu'on a, c'est de se dire qu'on est capable de tout maîtriser et qu'on peut devenir donc vraiment notre meilleure version quand on le souhaite. En fait, quand on applique un certain nombre de comportements, on peut atteindre notre prime, comme on dit, et que voilà, tout est sous notre contrôle. Sauf que malheureusement, bam, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, il y a un tas de facteurs dont on n'a absolument aucun contrôle. Je pourrais en lister quelques-uns. Déjà, premièrement, l'environnement, en fait, tout simplement. Ça peut être la salle dans laquelle on s'entraîne. Alors, on a un choix indirect dessus, mais ça peut aussi avoir des répercussions d'être dans une certaine salle. Ça peut être le niveau de stress perçu, que ce soit au boulot, dans la famille, dans les relations intimes, par exemple. On a aussi des facteurs peut-être plus, peut-être même ouais, culturels, sociologiques aussi, géopolitiques. Ça peut même aller jusque-là. On peut aller très clairement dans des États qui sont des pays en guerre ou en instabilité économique. Tous ces facteurs vont jouer effectivement sur le stress perçu par la population. Donc là, c'est vraiment des facteurs macro en fait qui sont vraiment très 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 élevés. On n'a vraiment aucun contrôle nous directement en fait à notre échelle. Et puis il y a peut-être des facteurs en fait plus petits dont on a peut-être un levier d'action indirect ou un levier d'action comme peut-être le choix de la salle dans laquelle on s'entraîne. Et je pense qu'on peut partir voilà, sur quelque chose dont on a un levier et monter progressivement vers voilà, un niveau plus global en fait. Et là-dessus, malheureusement, et je pense que c'est là où le stress est responsable euh, on va dire, je vais le reformuler autrement, mais on n'a pas d'impact sur le comportement des autres, ou en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait. Et malheureusement, bah, donc on est au contact d'autres êtres humains qui ont des comportements. Et ces comportements vont avoir un impact sur nous. Je sais pas si tu voulais réagir sur. Ah oui, non, mais le stress, c'est quelque chose sur lequel c'est quelque chose auquel je suis soumis, mais par phase euh, dans ma vie. Donc, j'ai des périodes très calmes où en fait, il n'y a rien de particulièrement stressant et des phases où pendant une semaine ou deux, ça va être, voilà, c'est le travail devient très intensif et forcément, il génère énormément de stress. Moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que le stress que je peux gérer, c'est généralement enfin, les petits soucis que je peux gérer, moi, c'est ceux qui, personnellement, je pense que ça peut changer suivant les gens. C'est celui qui me, enfin, les petites difficultés que je peux gérer, c'est celles qui me procurent le moins de stress. Parce que je sais en fait comment les gérer. Je sais comment m'organiser, je sais comment m'y prendre. Et pendant très longtemps, et jusque très récemment, c'est tous les facteurs extérieurs, ceux que je ne peux pas contrôler, qui me procuraient le plus de frustration, de stress. C'est très étrange parce qu'en fait, c'est aussi par phase. C'est que je pense qu'il y a une accumulation qui fait que tous ces petits stress-là s'accumulent et font que, au bout d'un moment, ça pète et ça impacte négativement plein d'autres choses, notamment les entraînements. Je te donne un exemple tout bête. Il y a quelques années, je travaillais assez loin de mon lieu de résidence. Donc, je prenais le train tous les jours. J'avais pour une heure de trajet aller-retour. Donc, une heure et une heure. Ça faisait 2 heures dans ma journée qui étaient prises par le train. Bon, théoriquement, voilà, je l'avais choisi, pas de souci. Je le faisais. Mais le truc qui me procurait énormément de stress, c'est que c'était une ligne très impactée par les retards et par les perturbations. Et il fallait absolument que je sois de retour pour pouvoir m'entraîner. Parce qu'il fallait que je m'entraîne pour pouvoir ensuite manger, passer du temps avec ma compagne avant d'aller me coucher. Et l'emploi du temps était assez réglé pour que je puisse faire tout ça. Mais des jours où tu as une demi-heure, une heure de retard, tu rentres hyper tard. Je crois que c'était mes pires
séance où j'étais plutôt énervé, mais bon, tu peux pas savoir contre qui t'es énervé. C'est une frustration qui n'a personne pour objet, Comme réceptacle. comme réceptacle. Donc c'est très difficile. C'était très difficile à canaliser pour moi pendant très longtemps. Et je faisais vraiment des séances vraiment pourries, mais bon, je me disais, oh, au moins je l'ai faite. Il y a du stimulus, je ferai mieux la semaine prochaine. Pendant très longtemps, c'était comme ça, donc pendant 3 ans, je pense que j'ai fait ces trajets. Donc je m'y suis habitué, j'ai progressé malgré le stress. Donc même si mes performances n'étaient pas à 100%, sur une base de 90%, je réussis à progresser au fur et à mesure. Donc je dis, ouais, tout va bien. Donc j'ai changé de lieu de travail. Euh, je travaille beaucoup plus proche, tout va bien, moins de stress, même si tu as le stress habituel du travail. Et bon, même si ça va beaucoup mieux, j'ai eu une période là récemment où ça se passait un peu moins bien au travail. Rien à mon entreprise, il y avait une ambiance de travail avec pas mal de soucis au boulot, qui faisait qu'il y avait une ambiance qui était un petit peu délétère. Et alors, personnellement, je n'étais pas forcément très impacté. Et j'aurais pu faire l'autruche, me concentrer sur moi-même, faire mon truc. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Et c'est ce que je commence à faire maintenant. Mais en fait, ça a pris énormément le dessus sur ma vie de tous les jours, sur mes entraînements, notamment parce que je m'entraîne souvent après le boulot. Et pareil, j'ai eu quelques entraînements ou quelques semaines d'entraînement qui n'étaient pas top, top, top. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de me prendre la tête avec ces trucs-là et me concentrer sur mon travail à moi. Parce que mon travail à moi, bah, je le fais, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt le reste qui était problématique. J'aurais pu tout simplement bah, continuer à faire mon truc à moi et du coup, le soir, être un peu plus tranquille et faire mes entraînements. Donc je me suis posé ces questions, comment je fais? Je crois que j'ai pas encore la réponse. C'est un peu le petit souci. Mais en fait, finalement, ça va un petit peu mieux parce que bah, j'ai fait ça en fait. Je me suis juste recentré sur mon truc à moi. Et j'essaie d'éviter un petit peu toutes les situations un peu gênantes, les conversations un peu problématiques. Et il y a un petit truc que j'ai fait, j'ai arrêté d'aller tout de suite à la salle après le travail. Ce que je faisais parce que ça me convenait, je pouvais rentrer un peu plus tôt du coup chez moi. Mais maintenant, je me donne une petite demi-heure, je fais autre chose. Je me concentre sur complètement autre chose, je lis un livre la plupart du temps. Soit je lis un livre, soit je regarde un truc sur Netflix pendant une demi-heure. Où je rentre chez moi, je mange et j'y vais tranquillement. Alors qu'avant, j'allais souvent tout de suite à la salle, j'avais mon sac de près et je faisais du boulot, euh, le tram, le boulot, la salle. Et en fait, finalement, j'avais encore un petit peu de cette énergie négative en moi qui faisait que, bah, au final, j'étais pas forcément dedans, notamment dans mes premières séries de travail. Et il me fallait un petit peu, voilà, il me fallait une demi-heure pour entrer dans ma séance. Et rien que le fait de décaler cette demi-heure sur une demi-heure voilà, où je fais autre chose, au final, bah, ça m'a fait énormément de bien. Et donc là, maintenant, je me dis que ça se passe plutôt bien. Eh ben, ouais, ça c'est bien d'avoir expérimenté au final. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant ici dans ton cas, c'est est-ce que c'est un facteur dont j'ai le contrôle? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser qu'en fait, quand on a du stress. Si le facteur est en notre contrôle, il faut pouvoir appliquer plutôt un système problème-solution. Donc voilà, qu'est-ce que je mets en place pour résoudre le problème. Si le problème est multifactoriel et très complexe, la plupart du temps, on n'a pas le contrôle total dessus parce qu'il est multifactoriel. Et donc, en fait, il y a plusieurs questions, je pense, à se poser. C'est effectivement, il y a peut-être des comportements à mettre en place pour diminuer l'impact du stress, même s'il sera présent. Et dans ton cas, je pense que là, tu l'as très bien expliqué, tu as un temps de battement entre l'entraînement et le boulot pour redescendre et en fait repasser autre chose et pour être pleinement dans sa séance. Parce que arriver dans sa séance, il faut être 100% présent parce que, ben, encore une fois, on pousse les limites et c'est un effort physique qui est très intense.
Maintenant, je pense qu'il y a aussi tout un tas d'autres questions qu'on peut se poser. On pourrait peut-être réinterpréter la situation. Tu vois, on pourrait se dire, est-ce que c'est aussi mal que ça en a l'air? De toute façon, c'est pas moi qui décide la situation. Si c'est personnes qui prennent ces décisions, ben, tant pis pour elles, ce sont des mauvaises. On peut faire tout un tas de réinterprétations cognitives, c'est ce qu'on appelle comme ça. On essaie de tourner peut-être la situation dans notre avantage, d'une certaine façon, mais d'utiliser une interprétation qui nous va mieux et sur laquelle on peut se reposer. Ça peut aider aussi. Peut-être en repartant de toi-même, en disant, voilà, moi je suis quelqu'un d'intègre, moi je sais comment je fonctionne, j'ai pas d'action sur ce qui est autour de moi, mais peut-être qu'à mon échelle, je peux faire ça, 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 ou justement, je ne fais rien parce qu'en fait, il n'y a aucun levier d'action qui est disponible directement. Et donc, je suis dans une stratégie d'économie d'énergie, en fait. Hmm. Tu vois, de créer des réinterprétations de la situation, ça peut aider aussi, je pense, dans ce scénario-là. Maintenant, voilà, il y a quelque chose de plus drastique, de plus extrême dans la démarche. Ça pourrait être de dire, ben, si le problème est vraiment trop impactant et que j'ai pas de levier dessus, ben, ça va être de pouvoir peut-être s'éloigner du problème. Et ça, ça nécessite voilà, des actions plus tranchées, peut-être quitter un boulot. Mais c'est pas évident parce qu'effectivement, bah, il y a tout l'aspect économique. Voilà, donc c'est quand même plus compliqué. Mais ça peut être une solution aussi de se dire, voilà, ce milieu ne me convient plus, bah, je vais chercher ailleurs. Si on n'est pas en position de chercher ailleurs, il faudrait être assez créatif pour essayer de mettre en place une stratégie. Bah voilà, comme tu as pu le faire au final, je pense que c'est une très bonne stratégie. Se laisser du temps pour faire une transition, par exemple, pour l'entraînement. Ouais, bon, après, c'est vrai que moi, je parle d'expérience personnelle et je pense que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand c'est des situations nouvelles, je trouve, Ouais, parce que il faut, voilà, tu sais pas vraiment comment gérer le truc. Mais je pense que l'avantage, c'est que je pense que j'ai appris de ça finalement et que c'est des situations c'est des situations qui ne me poseront sans doute moins de problèmes ou pas de problèmes à l'avenir. Donc c'est comme tout, hein, on grandit de toutes les adversités hein, finalement. exact. Oui, c'est un petit peu ton arc est mieux aujourd'hui avec toutes les expériences que tu as pu avoir. Donc, clairement, on apprend. Et les situations nouvelles seront toujours plus traumatisantes, enfin plus impactantes après, a priori, parce que bah voilà, on n'a pas de solution encore. En fait, c'est toujours rassurant de se dire qu'on connaît la situation. Ah oui, j'ai déjà eu un cas où un collègue, je prends un exemple, j'invente, hein. Je dis pas que c'est dans ton cas à toi, mais disons un collègue qui est chiant au boulot, disons-le comme ça. Ah ouais, j'ai déjà eu ça dans mon ancien boulot et j'ai géré la situation de telle façon, ça a fonctionné. Ça rassure en fait aussi. Oui. Ça rassure et potentiellement, ça diminue aussi peut-être d'emblée le stress perçu. Parce qu'on a déjà un niveau de compétence qui est plus élevé. Si j'ai déjà réussi, moi, à réduire ce stress efficacement, ben, je vais le percevoir plus bas aussi. Parce que ça revient un petit peu au niveau de compétence aussi. Hmm. Et le Ouais, niveau de ouais. compétence, il joue énormément. C'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité, niveau de compétence personnelle. Il y a plein de noms différents pour la même chose. Mais ça, c'est aussi un impact et c'est important. Et ça joue dans beaucoup de variables qui nous entourent, l'efficacité personnelle. Donc voilà, ça, je tenais aussi à rajouter. Non, mais je pense que ça, c'est un truc sur lequel il faudra peut-être reparler ou dont on parle pas suffisamment, c'est vraiment le côté psychologique dans le sport. C'est tellement important, c'est tellement important. Euh, dans sa séance, avant sa série, comment on se sent, dans quel état d'esprit on se met, comment gérer tout ça ouais, et essayer de faire en sorte que le monde extérieur finalement ait le moins d'impact sur nous. Quand on va Ouais, s'entraîner, parce que voilà, on a tous finalement plusieurs vies, nos vies professionnelles, sentimentales, sportives, et il faut essayer de réussir à jongler le tout. Il faut que tout réussisse à cohabiter l'un avec l'autre et, et réussir à se focaliser sur une chose à la fois, c'est hyper important. C'est pas facile, ouais. mais Non, c'est je suis important. totalement d'accord avec toi. C'est vrai que l'aspect psychologique a beaucoup de retard par rapport à la préparation physique, par exemple, qu'on appelle la préparation mentale dans le sport de haut niveau. Hmm. Mais elle a du retard, mais je pense qu'elle commence à faire son chemin parce qu'en fait, les sportifs se rendent compte en fait de l'impact en fait que ça a sur leur performance. Je pense que pour le pratiquant normal ici,
l'aspect psychologique est très important et souvent oublié en fait pour analyser une situation. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à progresser? Et aussi effectivement l'état psychologique par rapport à la pratique. Alors tu as parlé aussi de performance que je trouve très intéressant. On pourra peut-être en reparler aussi sur peut-être comment se préparer avant une série, euh, venir dans une séance préparée mentalement. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être même plus important encore. Ce sont les attentes qu'on place sur sur la pratique. Et c'est plus aussi, ben, qu'est-ce que j'attends de la pratique? C'est pas se mettre non plus dans des états pitoyables parce qu'on n'arrive pas à progresser ou parce qu'on est frustré par un manque de progression, parce on devient plus gras. Pour moi, c'est plus l'aspect en fait des attentes sur le corps et sur la pratique qui sont qui sont, enfin, c'est vraiment super important pour un pratiquant. Je parle plus en musculation peut-être. Euh, ouais, c'est essentiel, mais c'est très complexe. Et effectivement, je pense que ça pourrait nécessiter un podcast où on peut se pencher sur plein de variables différentes. Très bonne suggestion. Ah non, je trouve que c'est un sujet fascinant, hein. Et tu parlais de préparation physique, il y a souvent une blague dans le sport du haut niveau, c'est que les victoires sont dues au préparateur physique et les défaites sont à cause du préparateur mental, tu vois. Ah ouais, ça c'est trop facile. C'est bien trop facile ça. Non, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, pour la performance, si le niveau physique est égal, par exemple, je prends un sport, on va prendre le rugby, disons que tu as 85% de préparation physique des deux équipes, s'il y a, bah, c'est là où le mental va faire la différence en fait. Et potentiellement, alors je m'avancerai peut-être, mais disons qu'on a peut-être une préparation physique de, voilà, de 80% d'un côté et de l'autre côté, on est peut-être à 95. L'équipe qui a le meilleur pourcentage de préparation mentale pourrait gagner en fait avec moins de prépa physique. Mhm. En fait, c'est tellement complexe. Les deux sont super importants en fait. Les deux sont liés, les deux sont importants. C'est, ils sont tous les deux responsables de la performance. Et je dirais même que peut-être qu'une meilleure préparation mentale pourrait mieux surmonter un manque de préparation physique aussi, notamment dans les moments de stress ou dans les moments décisifs aussi dans le jeu. C'est super important. C'est là où effectivement on peut voir un craquage mental aussi à ces moments Tu des sais, matchs vers la. oui, j'ai fait pas mal de compétitions dans ma vie, dans plein de disciplines différentes, dans l'e-sport, dans le rugby, la musculation. Moi, j'ai pas fait de compétition de musculation, mais j'ai fait, voilà, je pratique. C'est les dernières minutes, les dernières répétitions, les dernières secondes, c'est que du mental. Ouais, Il y a plus que ça. Il y a ouais, plus que ça. Euh, est-ce que tu vas t'arrêter à RIR 6 ou à RIR 2 ou un ou zéro? C'est que dans la tête. Est-ce que tu vas continuer de plaquer durant les 10 dernières minutes de match, euh, même si tu es mené de, de plusieurs points? Est-ce que tu vas pouvoir faire euh, ton jeu au pied, ta passe correctement? C'est dans la tête. Est-ce que tu vas pouvoir maintenir ton plan de jeu euh, les dernières minutes de jeu? C'est dans la tête. Il n'y a plus que ça. ouais. Ouais, effectivement. Effectivement. Et alors, ce que peut-être on pourrait garder pour un prochain podcast, on pourrait parler plutôt de l'aspect mental de la pratique en musculation. On Ouais. pourra peut-être, parce que je pense que la musculation est tellement nichée, elle est tellement, parce qu'en fait, comme elle est liée au corps, la pratique du corps, il y a tout un tas de variables psychologiques qui est unique en fait à la musculation, bon, qui sont présentes, on va dire, dans d'autres domaines, mais la musculation en fait est assez unique pour certaines variables. Et je pense qu'on pourrait peut-être effectivement, en fonction aussi de ce que l'audience en pense, aborder ces facteurs comme l'image corporelle, pour ne citer ça, l'efficacité personnelle aussi. Euh, voilà, ça peut être voilà, abordé sur un prochain podcast. Je regarde ici au niveau du temps. Je pense qu'on a déjà une très bonne durée de podcast assez costaud, je pense. Ouais. Donc, ce que je te propose ici, c'est peut-être qu'on clôture un petit mot de la fin chacun. Mhm. Et à partir de là, bah, on se retrouvera pour d'autres podcasts, bien sûr. Est-ce que tu veux peut-être clôturer de ton côté le petit mot de la fin? Bah écoute, bon réveillon, j'ai envie de dire. On enregistre le 31. Ouais. Bonne nouvelle année. J'espère que ce sera une année bah, pour toi et pour tout le monde pleine de succès, pleine de performances. J'espère que tout le monde atteindra ses objectifs. Bah, ça, c'est un très beau mot de la fin, ça, Ben.
Franchement, je n'aurais pas pu faire mieux en tout cas. Je vais dire la même chose en fait. Je vais copier ce que tu viens de dire, que chacun puisse atteindre ses objectifs et avoir la santé aussi. C'est super important. Et, euh, et voilà, on se retrouve alors pour 2025 pour la suite des aventures.